Bonjour et bienvenue à cette session. Je m'appelle Nicolas David et je suis senior consultant pour l'équipe Digital Innovation Middle East and Africa chez AWS. Aujourd'hui, l'open source est vraiment partout. C'est utilisé par des organisations de toute taille et dans tous les domaines de l'industrie. Ça va des startups aux entreprises les plus réglementées et vous y trouverez naturellement des logiciels open source utilisés. Amazon est une entreprise où l'obsession client est l'une de nos valeurs fondamentales. Aujourd'hui, 90 à 95% de nos roadmaps sont basés sur les besoins des clients. Et comme l'open source est important pour nos clients, c'est naturellement important pour nous. Dans cette session, je vous parlerai d'AWS, d'open source, de la manière dont vous allez pouvoir bénéficier conjointement du cloud et des logiciels open source. En outre, nous aborderons la manière dont nous utilisons, contribuons et innovons dans l'open source chez AWS pour aider nos clients. Enfin, je vous proposerai une démonstration d'AWS CDK. Plus important, qui est-ce qui soutient l'open source ? Aujourd'hui, quand on regarde l'open source, il y a vraiment deux choses importantes à retenir. Premièrement, c'est qu'il s'agit d'un mécanisme qui permet aux développeurs d'ajouter facilement une licence au logiciel qu'ils créent, et donc de ce fait, permettre aux utilisateurs de ce logiciel de comprendre comment ils doivent l'utiliser. Deuxièmement, c'est la façon dont les logiciels sont développés en collaboration, les outils de soutien, les modèles de gouvernance, ainsi que les cadres et méthodologies émergents pour soutenir cela. Et ça, les développeurs adorent ça pour de nombreuses raisons. Travailler sur des projets open source, ça permet aux développeurs d'acquérir de nouvelles compétences, en travaillant souvent avec d'autres développeurs qui ont plus d'expérience et dont ils peuvent apprendre. Ça permet souvent aussi de conduire à des nouvelles opportunités pour ces développeurs, de grandir leur réseau et leur image publique. Dans son livre Drive, l'auteur Dan Pink examine ce qui motive les gens et inclut une étude de cas sur les développeurs open source. Il conclut que l'open source offre aux développeurs la possibilité d'atteindre flow, maîtrise, objectif et autonomie. Et ça, c'est vraiment très convaincant pour de nombreux développeurs. Cependant, c'est pas juste des compétences techniques. Les développeurs qui travaillent ensemble sous des termes open source ont également la possibilité d'affiner et de perfectionner leurs compétences générales. Les développeurs sont libres de défendre leurs propres intérêts et ils ont la liberté d'expérimenter, ce qui n'est pas souvent le cas au travail. L'open source, ça va éliminer les obstacles à la productivité et ça va permettre aux développeurs d'exprimer leur créativité tout en travaillant. Enfin, selon un sondage de la Linux Foundation en 2019, 62% des développeurs ont déclaré qu'ils réussiraient mieux s'ils pouvaient allouer du temps de travail rémunéré pour pouvoir contribuer à des projets open source. C'est donc pas les développeurs qui demandent à perdre du temps avec des logiciels libres, mais ce sont eux qui disent qu'ils peuvent faire plus de travail s'ils produisent plus de logiciels. Du côté des entreprises, l'open source, ça offre un excellent moyen d'exploiter l'innovation mondiale en l'adaptant à vos besoins particuliers. C'est un moyen d'augmenter la valeur des logiciels tout en payant moins. Et essentiellement, d'un point de vue commercial, c'est un ensemble de leviers et de tactiques l'open source. Vous pouvez utiliser pour un certain nombre de résultats différents. Comprendre les résultats que vous souhaitez obtenir, c'est essentiel pour garantir la manière dont vous exploitez efficacement l'open source. Les entreprises open source qui ont réussi sont couronnées de succès parce qu'elles dirigent d'abord une bonne entreprise et qu'elles alignent les mécanismes open source sur les résultats, tels que la résolution de problèmes d'ingénierie logicielle ou l'entrée ou la perturbation des marchés, par exemple, le développement et l'attrait des développeurs. Une fois que vous savez ce que vous cherchez à réaliser avec votre projet open source, vous pourrez sélectionner la licence appropriée pour aider à atteindre ce résultat. En tant qu'entreprise, nous sommes obsédés par le client. Nous ne sommes pas leaders avec ce qui est la technologie la plus cool, avec ce que les concurrents font ou avec ce qui donne le meilleur résultat à court terme. Non, nous visons à établir des relations long terme avec nos clients qui dureront plus longtemps que n'importe lequel d'entre nous. Chez Amazon, on attire les builders et ça, l'open source clairement le permet. Lorsqu'on adapte une approche équilibrée et pragmatique en construisant de l'open source, ça nous permet d'engager nos employés, nos clients et nos partenaires. D'ailleurs, beaucoup de nos clients sont des utilisateurs et des créateurs enthousiastes de logiciels open source qui les utilisent pour accélérer leur rythme d'innovation, améliorer leur productivité et vraiment bien plus encore. D'autres commencent tout juste à utiliser l'open source. Ils sont souvent au moment où ils s'aventurent pour la première fois dans le cloud, dans le cadre de la transformation digitale. C'est important de noter que le cloud et l'open source, ça a toujours été très interdépendant et que le cloud a été construit sur de l'open source, conçu pour fonctionner avec de l'open source. Le cloud, ça a également propulsé la croissance de l'open source, ça a facilité son déploiement et son utilisation de logiciels open source pour les clients. Et pour moi, vraiment le point le plus important, c'est que le cloud a validé que l'open source est robuste et prêt pour la production. Ça a augmenté sa notoriété et ça a fourni la validation de nombreux projets de technologie open source.
Quand nous contribuons à des projets qui tiennent à cœur à nos clients, nous aidons à soutenir l'innovation. Ça peut être parfois des projets préexistants qui sont significatifs pour nos clients. On va parler par exemple de Linux ou de Kubernetes. Dans d'autres cas, on va innover en leur nom et en open source de manière plus proactive, par exemple Apache MXNet ou Firecracker. Et enfin, nous contribuons également aux projets open source de nos clients, comme par exemple chez Netflix le projet Spinnaker. Pour nous, des communautés saines sont importantes pour la longévité des logiciels libres que nos clients consomment. Donc par conséquent, nous cherchons continuellement à accroître notre soutien à ces communautés de différentes manières. Ça va être par exemple de réduire la dette technique ou réduire la charge de maintenance, mais dans de nombreux cas, vraiment, ça va nous permettre d'améliorer la qualité et la sécurité. Un des bons exemples, c'est S2N, notre implémentation TLS sous licence Apache 2.0. AWS, c'est l'un des principaux contributeurs à l'open source, et ce depuis des années. On contribue de plusieurs manières, ça va être du code, des opérations, des fondations, mais aucune autre entreprise n'a fait plus pour favoriser l'essor et le succès de l'open source qu'AWS. Ça, c'est clairement sans équivoque. Avec plus de 2500 repos GitHub, Amazon que nous créons, nous contribuons à des milliers de projets tiers. Certains d'entre eux sont plutôt simples, comme par exemple un composant complémentaire pour Kubernetes. D'autres sont plus complexes. Par exemple, Firecracker, qui va permettre aux développeurs de déployer des micro-VM qui offrent sécurité et isolation applicative améliorée par rapport aux machines virtuelles traditionnelles. Firecracker, d'ailleurs, ça sous-tend des services AWS essentiels tels que Lambda et Fargate. En plus des contributions de code importantes à Kubernetes, à GraphQL, Java, Rust, Redis, OpenTelemetry, Robot Operating System ou Apache Lucene, des centaines de milliers de communautés open source ont été favorisées par l'échelle, l'accessibilité et la commodité qu'AWS fournit depuis 2006. AWS contribue également au code et aux opérations. Et on fait ça de différentes manières. Ça contribue à améliorer l'open source pour AWS, mais aussi pour tout le monde. J'aimerais également rappeler que, en plus du travail que nous faisons pour contribuer au code et aider les entreprises open source, il est également extrêmement important de faciliter l'accès et l'utilisation de ce code par les développeurs. Aujourd'hui, AWS propose plus de 175 services complets pour le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, l'analyse, le machine learning et l'intelligence artificielle. Et certains d'entre eux ont été conçus pour opérationnaliser les projets open source, ce qui va permettre aux clients de bénéficier plus facilement de l'innovation open source. D'autres, comme AWS Lambda, s'appuient sur une technologie AWS locale que nous avons open sourcée, comme Firecracker dont je vous parlais tout à l'heure. Dans les deux cas, nous contribuons activement à améliorer le code open source pour servir nos clients et la communauté vraiment au sens large. Par exemple, nous avons créé un service Amazon EKS, Elastic Kubernetes Service, qui permet d'offrir aux clients un moyen entièrement géré pour bénéficier de Kubernetes. Dans le même temps, nous contribuons au projet en amont en nous concentrant sur les domaines dans lesquels on peut apporter une expérience approfondie, comme la sécurité. En nous joignant à d'autres pour contribuer à Kubernetes, nous sommes l'un des principaux contributeurs à des projets open source tels que FreeRTOS, un des systèmes d'exploitation les plus populaires au monde pour les applications IoT, et le système d'exploitation Robot, qui est au cœur des systèmes robotiques qui sont en cours de construction. Les services AWS ils sont conçus pour répondre aux besoins des opérations multitenants à très grande échelle. Et lorsqu'on crée un service basé sur de l'open source, nous fournissons aux clients un service multitenant entièrement géré et hautement évolutif. Voilà un aperçu de nos services AWS open source dans différentes catégories. Ces services sont gérés et permettent aux clients de commencer rapidement à utiliser ces technologies open source sans vraiment avoir à se soucier de les exécuter. Par exemple, MySQL dans le cloud, sans avoir à configurer, exploiter et mettre à l'échelle une base de données vous-même. Vous pouvez également exploiter Amazon Aurora, qui est compatible MySQL et qui permet qui est 5 fois plus rapide que MySQL standard. Les clients adorent ça et ça leur permet de tirer profit de leurs compétences existantes, en utilisant les outils qui leur sont familiers tout en évoluant dans le cloud. Ils intègrent ça à d'autres services AWS qui leur permet d'intégrer facilement ces services open source dans leurs solutions. Outre la contribution à des projets en amont, nous publions également de nombreux projets open source intéressants. Voilà un bel échantillon. Et certains de ces projets ne sont peut-être pas familiers, mais ils sont vraiment super intéressants. Commençons par exemple par ACCP, c'est Amazon Corretto Crypto Provider. C'est un fournisseur de chiffrement de remplacement pour Java qui peut améliorer les performances jusqu'à 40%. Un de nos clients, Netflix, a utilisé ça et ça leur a permis de réduire le nombre d'hôtes fonctionnant dans leur cluster Elasticache. Ce qui est vraiment top, c'est que ça fonctionne dans toutes les distributions OpenJDK. Donc si vous utilisez Oracle, par exemple, vous pouvez en bénéficier.
Au cours des derniers mois, on a déjà publié de nombreux projets, par exemple .NET Porting Assistant, qui aide les clients à migrer leur code .NET vers .NET Core. On a également publié OpenDistro pour télémétrie, qui est une distribution sécurisée de prise en charge des API, des bibliothèques, des agents et des collecteurs définis dans la spécification OpenTelemetry. On peut également parler de Nitro Enclave, qui permet aux clients de créer des environnements de calcul isolés pour mieux protéger et traiter en toute sécurité les données hautement sensibles. Il y a aussi PartiQL, qui est un projet open source qui vous permet de fournir un langage de requête unique pour toutes vos sources de données. De ce fait, il est très facile d'interroger efficacement les données, quel que soit l'endroit ou le format dans lequel elles sont stockées. Amazon SageMaker Neo, ça permet aux développeurs de former une seule fois des modèles de machine learning et de les exécuter de n'importe où dans le cloud ou en périphérie, par exemple sur des appareils aux ressources limitées. Et puis enfin, on a AWS SAM, le Serverless Application Model, qui est un framework open source pour la création d'applications dites serverless, ou encore Amplify, qui est une plateforme de développement pour la création d'applications modernes, web et mobiles. Voilà, ça c'est quelques-uns des projets et il est important d'identifier ceux qui seront bénéfiques pour votre entreprise et ceux qui fonctionnent pour les cas d'utilisation de nos clients. Enfin, on va parler d'AWS CDK. C'est un autre projet open source AWS. Et donc AWS CDK, c'est un nouvel environnement de développement logiciel AWS conçu pour permettre aux développeurs de définir des architectures cloud complètes à l'aide de langages de programmation natifs. Un des principaux avantages, si ce n'est le principal avantage de CDK, c'est le concept de construct ou de construction. Ça va permettre de représenter des abstractions arbitraires sur le cloud qui peuvent inclure à la fois de l'infrastructure et puis du code d'exécution. Le CDK, c'est livré avec une bibliothèque de classe grandissante qu'on appelle la Construct Library, et ça comprend des constructs ou des constructions pour de nombreux services AWS. Cette bibliothèque, elle encapsule une grande partie de la complexité et de la logique de collage requise pour intégrer et utiliser les ressources AWS, y compris, par exemple, le principe de moindre privilège dans IAM, le développement piloté par des événements pour Lambda, les métriques et les alarmes. Donc CDK, c'est une initiative open source majeure. La Construct Library, elle contient déjà plus de 2000 classes et c'est sans doute la plus grande bibliothèque de classes open source que nous ayons jamais publiée. Cet été, on a publié le CDK en preview pour les développeurs et nous savions que la seule façon vraiment de créer quelque chose comme ça, c'est avec la collaboration et la participation de la communauté des développeurs. On espère que le cadre servira de base à un écosystème ouvert de Construct Cloud ou de construction cloud réutilisable. Passons maintenant à la démo CDK. Dans cette démo, nous allons créer une application de test pour CDK. Et pour ça, on a besoin d'un utilisateur IAM. Et donc pour cette première étape, on va se donner rendez-vous dans la console AWS, plus particulièrement dans le service IAM. On va créer un utilisateur, on va lui donner un petit nom sympa, on va l'appeler CDK Demo User. Et cet utilisateur, on va lui donner un accès programmatique, ce qui va lui permettre d'obtenir une paire de clés pour pouvoir accéder aux API directement. On va peut-être lui donner un peu trop de droits pour cette démonstration, mais encore une fois, c'est juste pour la démonstration. Et lorsqu'on clique Create User, la console IAM nous renvoie à ceci. Donc nous, on va télécharger le document CSV qui contient l'ensemble des droits que IAM vient de créer. Et puis nous allons retourner vers notre terminal. Là-dedans, on va utiliser la commande AWS configure import -csv. Et ensuite, on va pointer vers le fichier qui a été téléchargé, qui lui contient l'ensemble des informations dont nous avons besoin pour créer un nouveau profil dans la CLI, la Command Line Interface de AWS. Alors, credentials.csv, ça devrait être bon, sauf que c'est pas VSC, mais bien CSV. Voilà, donc là on a importé avec succès le profil qui a été créé, et donc maintenant il ne reste plus qu'à configurer les petits détails techniques, comme par exemple quelle est la région qu'on va vouloir utiliser. Donc ici, l'utilisateur s'appelle bien CDK Demo User, ça va créer le profil avec le même nom que nom d'utilisateur configuré dans le CSV. Et donc là, les clés ont bien été importées, la région qu'on veut utiliser c'est donc bien EU West 1, et le format de sortie c'est bien JSON. Un petit test pour s'assurer que tout fonctionne bien avec donc, le bon profil. Bon, ouais, ça fonctionne. Donc maintenant qu'on a ça qui est installé, on va installer CDK.
logiquement, hein, comme j'utilise un Mac, j'ai un logiciel qui me permet de gérer les paquets, et ici ça s'appelle Brew. Et si je voulais installer la CDK de WS, je ferais comme ceci, AWS-CDK. Et comme ça prend un petit peu de temps, je vais faire plus simple, je l'ai déjà installé, et donc je vais vous montrer que je l'ai déjà installé. Donc Brew list AWS CDK, là logiquement, voilà, ça a été installé, on va vérifier quand même que c'est bien la bonne version qui est installée et qui est linkée. En effet, c'est bien celle-là. Et donc, maintenant, on va créer un répertoire pour notre démo. Donc, même qu'à dire -p, démo, slash, comment est-ce qu'on l'appelle? Allez, CDK Summit Démo. On va ensuite s'y rendre. Voilà. Et là, on va utiliser la commande CDK init, donc pour indiquer à CDK que c'est bien un répertoire projet. Cependant, il faut lui donner un nom de projet. Et puis, il faut également lui donner un langage de programmation avec lequel on va développer notre application. Donc moi, je vais utiliser une application de test qui s'appelle, comme son nom l'indique, Simple App. Et puis, donc, le langage de programmation, on va utiliser Python. Donc là, CDK init fait sa tambouille. Il va créer toute l'arborescence de notre répertoire. Si on regarde bien là-dedans, il y a pas mal de choses qui ont été créées. Et on va utiliser donc, Python 3 pour pouvoir créer non seulement un environnement virtuel, ce qui va nous permettre d'isoler de manière autonome cet environnement, pour pouvoir installer nos packages dedans, sans polluer notre système Python, et donc du coup commencer à créer des choses. Donc ici, si je me souviens bien, c'est source.venv, ouais, bin, à mon avis, et puis activate, banco, on y est. Voilà, donc là, on a activé notre environnement virtuel, on va pouvoir installer l'ensemble de nos paquets pour pouvoir, donc, du coup, faire un certain nombre de choses avec notre application, qui est donc l'application Simple App. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va installer pip3 install -r requirements.txt. Pendant que ça, c'est en train de tourner, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le répertoire ici pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Démo, là aussi, ce qui se passe dans notre répertoire. Donc là, on a un fichier app.py qui a été créé, donc qui va prendre le CDK et qui va importer à la module core. Et donc en fait, ce fichier ici est autre chose, rien d'autre qu'un lien vers celui-ci, où on va créer deux ressources et puis enregistrer une dans l'autre. Donc la première, c'est une file de messagerie SQS, et la deuxième, c'est un topic SNS. Et puis ensuite, on va prendre le topic et on va rajouter une souscription de la file de messagerie dans le topic. Ce qui va nous permettre tout simplement de pouvoir envoyer des messages à un topic SNS qui va ensuite faire un peu du fan-out dans une file de messagerie SQS. Donc là, l'idée avec CDK, c'est donc de définir notre infrastructure à l'aide de code, et puis lorsque notre application CDK va être exécutée, elle va produire ou synthétiser, si on parle CDK, un modèle AWS CloudFormation pour chaque pile définie dans votre application. Donc pour ça, la commande n'est pas compliquée du tout, elle s'appelle CDK synth. Et donc là, on va avoir un template CloudFormation qui va être créé, ou un modèle CloudFormation, on le voit là à l'écran, et il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Donc il y a notre policy pour pouvoir accéder à la file de messages SQS, il y a également nos ressources qui sont créées, et puis notre souscription qui est créée ici. Donc une fois que ça c'est fait, la chose à faire, alors, que la première fois où vous allez créer votre stack, c'est donc de créer une stack de Bootstrap. Donc cette stack de Bootstrap, tout simplement, elle va Bootstrap, voilà, mon profile, à ne pas oublier CDK demo user. Cette stack, ou cette pile, elle va contenir l'ensemble des outils nécessaires et des ressources nécessaires pour les autres stacks qu'on va créer derrière. Et donc du coup, ça va être par exemple un bucket S3 qui va être utilisé pour stocker les templates, ou encore des actifs qui sont créés lors du processus de déploiement. Donc là, on le voit bien, on voit notre bucket qui est créé sur la deuxième ligne. Et puis, dans quelques secondes, on va pouvoir déployer pleinement notre
ce qu'on aura obtenu dans notre application. Donc ça prend quelques secondes. Une fois que c'est fait, on n'a plus à le refaire. C'est juste la première fois qu'on va déployer nos applications AWS CDK. Donc voilà, notre application AWS CDK est déployée, enfin, la stack de Bootstrap est déployée, et donc maintenant, c'est le tour du reste. CDK deploy, toujours -profile, CDK demo user. Et donc là, si on va regarder dans la console CloudFormation, hop là, on va voir un certain nombre de choses intéressantes. Non seulement notre stack de Bootstrap, et puis ensuite notre stack donc CloudFormation avec notre application. Donc ici est la stack de Bootstrap. Donc là, il y a tout un tas de ressources qui sont créées. Hein, notre fameux bucket et la policy pour le bucket. Mais logiquement, ah oui, il faut bien dire je veux créer des choses. Sinon, il est créable, puisque pour le coup, on va commencer à payer pour ces ressources qu'on va créer. Donc là, on crée le change set CloudFormation. Si je reviens sur la console CloudFormation, on va le voir, il est ici. Et dans les ressources en création, on va retrouver dans quelques secondes donc le topic SNS, la file de messages SQS, un peu de metadata pour notre template, et puis, voilà, lorsque les ressources sont créées, un ARN qui nous permet donc d'identifier le topic, et puis une URL qui nous permet d'identifier la file de messagerie. On a également la policy pour la file de messagerie, et puis l'enregistrement donc sur le topic SNS de la file de messagerie. Voilà, tout ça c'est créé, et donc là on obtient une ARN pour la stack, si jamais on en a déjà pas mal qui ont été déployés. Un autre point intéressant, c'est que ce qu'on peut faire, c'est en cliquant sur la partie template, aller voir ce qu'on a créé dans CloudFormation Designer. Et donc dans CloudFormation Designer, ça va nous donner une vision graphique, donc de l'ensemble de ces informations, de ces ressources que nous avons créées. Donc on voit bien le topic, on voit bien notre policy pour la file de messagerie, et puis la souscription au topic. Puis également la metadata qui a été créée pour bien identifier ces stacks qu'on a créés. Donc voilà, aujourd'hui, ça, c'est un très très bon moyen de commencer, d'avoir une bonne base pour commencer à créer via le CDK son infrastructure et ses ressources. Et puis, bien entendu, lorsqu'on va aller dans Visual Studio Code ici, son IDE, et qu'on va mettre à jour l'ensemble des ressources qu'on va créer ici, on pourra ensuite le redéployer à nouveau, ce qui va créer un nouveau change set, et va mettre à jour l'ensemble des ressources créées via CloudFormation dans ce template. Voilà, ça conclut notre démo pour aujourd'hui. Voilà pour le démo CDK. Donc du coup, AWS CDK, vous l'avez compris, c'est un très gros projet open source AWS, et l'idée c'est de l'utiliser comme concept de base d'un écosystème cloud réutilisable et de solutions open source. Pour ça, il y a deux composants qui sont intéressants, CDK 8S et CDK TF. CDK 8S, donc c'est un composant Kubernetes, et CDK TF, un composant Terraform. En plus de ces deux composants-là, on a JS2i, donc qui est un projet open source utilisé pour transpiler une source en TypeScript dans un des langages pris en charge. Et puis il y a également Progen qui utilise CDK pour définir et maintenir une configuration de projet complexe à travers du code. Donc si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur tout ça, je vous ai réuni sur ce slide l'ensemble des ressources CDK dont j'ai parlé aujourd'hui. Il y a un workshop CDK qui est édité par AWS où vous avez la possibilité de tester beaucoup de choses là-dedans. Vous avez le Developer Guide, vous avez les patterns, donc la fameuse librairie dont on parlait tout à l'heure, et puis donc les liens vers les différents projets CDK 8S, CDK TF, JS2i et Progen, ainsi qu'un blog post avec les bonnes pratiques. Et donc, comment et pourquoi AWS contribue à l'open source? Ça, c'est un des sujets qui est très très important ici, et surtout, je voulais parler de la nature de ces contributions, en commençant par ma suggestion qu'aucune entreprise n'a fait plus pour permettre le succès des projets open source qu'AWS. Aujourd'hui, AWS est animé par ses utilisateurs, ses clients, un peu comme la vision qu'on a de l'open source. Aujourd'hui, il est vrai que la plupart des logiciels ont été développés pour être utilisés et non pour la vente. C'est la grande majorité des logiciels qui a été cloisonnée derrière les firewalls d'entreprise. Dans la mesure où les fournisseurs ont développé et vendu des logiciels dans toutes les entreprises, ils sont généralement mauvais pour créer des logiciels, pour la raison que Matt Wilson souligne. Il dit que si vous regardez en arrière dans le temps, vous verrez que les éditeurs de logiciels dominent l'espace de logiciels des entreprises. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles
tant de choses y sont mauvaises, parce que les personnes qui créent donc, ces logiciels ne l'utilisent pas pour résoudre des problèmes. Donc c'est vraiment le fait de se mettre dans les chaussures, à la place de l'utilisateur qui va faire que le logiciel va être meilleur, le code va être meilleur, l'application va être meilleure, et l'expérience client en général va être meilleure. C'est l'un des aspects les plus intéressants du cloud computing, c'est à quel point il favorise le développement de logiciels open source. On a parlé également tout à l'heure de Coreto. Et Coreto, donc, c'est une distribution JDK basée sur OpenJDK. Et on a commencé à travailler là-dessus lorsque Oracle a commencé à fermer l'accès à Java. Donc on a intervenu et on a aidé à renforcer et à développer la communauté OpenJDK. On contribue au code avec des clients comme Netflix qui affirment que l'ACCP, donc le Coreto Cryptographic Provider, offre jusqu'à 90% de réduction des frais généraux pour la partie chiffrement. Puisque du coup, c'est 40% plus performant et ça leur permet d'utiliser moins de nœuds dans leur cluster. Clairement, on voit une très grande réduction de frais pour la partie chiffrement. On veut également que les exigences de base, telles que la sécurité, soient accessibles à tous gratuitement et non sur la base d'un abonnement payant. Ça nous paraît la base. Voici quelques-uns des projets open source où nous contribuons très fortement. On y retrouve OpenJDK, MXNet dont j'ai parlé tout à l'heure, ROS, on y retrouve également Spinnaker, Redis, Docker. Il y a beaucoup de choses dont on a parlé précédemment, mais il faut savoir que lorsque on lance un service basé sur un projet open source, on s'engage à long terme à soutenir nos clients, et ça signifie à contribuer à ces projets en amont. On contribue à la résolution de bugs, à la sécurité, à l'évolutivité, aux performances et aux améliorations de fonctionnalités. On a déjà apporté d'importantes contributions à une myriade de projets open source, notamment Xen, Linux, KVM, Java, Kubernetes, Chromium, Robot Operating System et bien d'autres. C'est juste un sous-ensemble de projets et nos contributions s'accélèrent de jour en jour. On a un processus simple et rationalisé pour apporter des contributions, ce qui a vraiment facilité la participation de l'ensemble de nos ingénieurs. Mais outre ça, on a encore d'autres façons de contribuer. Et cette partie-là est plutôt sympa parce qu'aujourd'hui, Amazon emploie un large éventail de créateurs open source qui aident les clients à utiliser l'open source et le cloud pour innover. Clairement, l'équipe de stratégie et de marketing open source est remplie de vétérans de, par exemple, Red Hat ou MongoDB, de l'Apache Software Foundation. Dans nos équipes de service, nous trouvons des Amazoniens qui contribuent à divers projets open source tels que Linux, ou GraphQL, ou Java, ou encore Kubernetes, Xen, KVM, Chromium, Robot Operating System, Apache Lucene, Redis, MXNet, FreeRTOS, Firecracker, Rust, Tokyo, Elasticsearch et OpenDistro pour Elasticsearch. Probablement vous reconnaissez certains de ces visages sur ce slide. Pour nous, c'est vraiment très très important lorsqu'on dit qu'on fait de l'open source. On y investit énormément pour continuer à innover et à faire vivre ces projets open source. Enfin, un autre des buts, c'est d'améliorer donc les outils des builders. On a aussi quelques-uns là, sur ce slide. On a longtemps contribué au langage de programmation et aux autres outils dont les constructeurs ont besoin pour créer des applications et une infrastructure de qualité. Lorsqu'on contribue, on contribue à l'investissement financier, au code, et plus encore grâce à des outils tels que Rust, Swift ou d'autres langages. Pour certains projets comme GraphQL et Tokyo, c'est un runtime écrit pour les applications asynchrones fiables avec Rust. On emploie certains des principaux contributeurs et des mainteneurs. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le slide précédent. Pour d'autres comme Firecracker, on a lancé le projet et on l'a piloté au nom de la communauté. Un des très bons exemples dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est Curl. Curl, c'est l'un des outils web les plus utilisés dans le monde. Si vous avez une voiture connectée, il y a des très grandes chances qu'il y ait Curl qui soit utilisé à l'intérieur, dans vos téléviseurs, dans vos routeurs, dans vos imprimantes, des équipements audio, les téléphones portables, les tablettes, les décodeurs, j'en passe et des meilleurs. Ça constitue vraiment l'épine dorsale de transfert Internet pour des milliers d'applications qui affectent des milliards d'humains chaque jour. En partenariat avec l'Internet Security Research Group, où on est sponsor Platinum chez AWS, on contribue activement au temps d'ingénierie pour améliorer la bibliothèque Hyper, donc c'est une bibliothèque HTTP, afin qu'elle puisse servir au back-end de Curl. L'activation de cette option rend Curl plus sûr dans la mémoire, sans sacrifier les performances ou les fonctionnalités. Et le fait de le faire à l'air libre, vraiment, rend l'Internet plus sûr pour tout le monde. On aide aussi des clients à réussir grâce à de l'open source. On a parlé tout à l'heure de Netflix et de Spinnaker, mais
Clairement, on travaille aussi avec Intuit et Weaveworks pour développer ArgoFlux. Ça fournit une chaîne d'outils unique pour un déploiement continu et des flux de travail automatisés à l'échelle de la flotte avec GitOps. On a d'autres entreprises clientes comme BlackRock qui font totalement confiance à ArgoFlux. Enfin, on aide les entreprises open source à prospérer. On nous a beaucoup critiqué sur ce sujet-là, mais la réalité, c'est qu'en fait, aucune entreprise ne fait plus pour favoriser leur succès qu'AWS. Clairement, au cours des dernières années, on a travaillé avec un certain nombre de grands éditeurs logiciels open source, comme par exemple MongoDB, Confluent, Databricks, HashiCorp et Redis. Et l'idée, c'est qu'on les a aidés pour optimiser leur service cloud. Notre partenariat, par exemple, avec Confluent, il est représentatif de la façon dont nous sommes obsédés par le succès des partenaires et des clients. Confluent, c'est un partenaire technologique d'AWS et ils sont niveau avancé, si je me souviens bien. On travaille avec eux à travers une gamme de programmes, y compris la marketplace. Et AWS et Confluent offrent tous deux des services gérés pour Kafka. On travaille en étroite collaboration avec eux sur la covente et l'activation pour générer un pipeline pour Confluent sur le terrain. On crée des intégrations de services étroites, et y compris l'intégration avec Outpost pour finir une solution de streaming de données hybrides. Selon Confluent, travailler avec AWS, ça offre à ses clients des innovations inégalées par d'autres clouds. Ça inclut l'utilisation d'S3 pour le stockage à plusieurs niveaux, donc un stockage infini pour Kafka, plusieurs options de réseau privé, y compris Private Link, et des clés de chiffrement autogérées pour le chiffrement de volume de stockage à l'aide de KMS. Ce partenariat, il est technique et commercial, il a grandement bénéficié aux clients. Au cours du deuxième trimestre 2020, en pleine pandémie, Confluent a lancé son offre sur la marketplace. Et en l'espace d'un trimestre, Confluent a conclu son plus grand contrat marketplace de n'importe quel cloud et avait un succès important au niveau des clients en s'appuyant sur AWS, avec par exemple Disney+, Hotstar, Wix.com et bien d'autres. Des deux côtés, nous sommes engagés pour soutenir ce succès, car le partenariat étroit entre les deux sociétés a conduit Confluent à orienter vers une approche AWS First dans le positionnement du cloud Confluent pour ses clients. C'est ce type de collaboration étroite qui a aidé les entreprises open source à réussir avec leurs services cloud. Aujourd'hui, 40% des revenus de près de 450 millions de dollars de MongoDB, ça provient d'Atlas Cloud. Confluent a levé 250 millions de dollars pour une valorisation à 4,5 milliards de dollars en 2019. Leur business cloud est en hausse de 450% et leurs revenus globaux en hausse de 100% year-over-year. Pour Redis Lab, Databricks, DataStax, ils auraient également réalisé un chiffre d'affaires bien supérieur à 100 millions de dollars, de plus en plus axé sur le cloud. Donc clairement, toutes ces contributions, tous ces partenariats, ils bénéficient vraiment la communauté open source et les éditeurs de logiciels open source. Voilà. Où est-ce qu'on peut continuer ? Parce que bon, le sujet, j'ai évoqué pas mal de choses aujourd'hui dans cette session, mais si on veut en apprendre un petit peu plus sur les contributions AWS et open source, 3 moyens aujourd'hui de regarder ça. Il y a le site web, opensource.amazon.com, très facile à retenir, petit QR code aussi. Il y a notre handle Twitter, AWS Open, notre compte Twitter, où là aussi toutes les nouvelles news open source sont publiées. Et puis il y a le blog, aws.amazon.com/blogs/open source, où là aujourd'hui chaque publication qu'il y a, que ce soit un nouveau service ou un partenariat ou une manière d'utiliser l'open source, va être référencé. Voilà, merci beaucoup pour votre temps. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, lisez le blog, visitez le site web pour vous tenir au courant de l'open source chez AWS. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Merci. Au revoir.